Bien, chers amis, Patrick me dit qu'il ne parlera que quand la cigale s'arrêtera. Je crains qu'il ne parle pas grand-chose ou que ce soit très très tard, donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on rentre raisonnablement avant qu'il ne fasse trop nuit. Nous avons donc le plaisir, aujourd'hui, l'honneur, le plaisir, la joie de retrouver Patrick Cabanel. Je dis retrouver puisque chaque année, tel une cigale, il revient ici au Massoubéran. Et chaque année, il arrive avec une moisson de livres. Alors cette année, j'ai regardé un peu sur sa fiche Wikipédia, qui est très très longue, ça n'en finit pas, pour voir un peu quels étaient les livres qu'il avait publiés. Eh bien, il n'y a pas grand-chose cette année. Il y en a 3 ou 4 seulement qui comme cela, qui émergent dans des domaines très variés. Il y en a un sur l'éducation, me semble-t-il. Il y en a d'autres, 2, 3 qui émergent. Et puis, bien entendu, il y a la somme qu'il a publiée chez Passé Composé. Le droit de croire, la France et ses minorités religieuses, 16e, 21e siècle. On va être dans l'actualité ce soir. Patrick fait bien les choses aussi. Patrick, il sait qu'il faut faut que son public soit content d'être là et soit nombreux. Et donc, il a choisi de faire une publicité la semaine dernière, que vous avez tous vu dans Le Monde, une pleine page dans Le Monde, entre une page de publicité pour les montres Rolex, une autre pour Prada ou je ne sais quel haut couturier, à propos bien entendu des Jeux Olympiques. Et donc lui, il arrive à se glisser, il fait une pleine page donc dans Le Monde sur précisément le thème qui va nous intéresser ce soir, avec un titre, je vous le donne: le fantasme de l'homogénéité religieuse n'a jamais disparu. Donc, maintenant qu'il a choyé son public, eh bien, il est là et donc il est attentif à vous écouter. Ce soir, il a voulu nous parler d'un ouvrage, enfin de son ouvrage, bien entendu, mais avec un thème de conférence qui s'intitule « Des Huguenots aux musulmans, destin des minorités religieuses en France, 16e, 21e siècle ». Voilà, je pense que vous êtes impatient de l'entendre sur ce thème. Et donc, je lui cède tout de suite la parole. Merci, Denis. Pardon, excusez-moi. Bravo, Denis. Non, c'est toi qui as applaudi. Ah, il ne faut pas que ce soit applaudi. Est-ce que le micro marche? Oui. Bien, merci Denis. Merci d'être venus nombreuses. Et nombreux aussi. Non, ça va. C'est vrai que je m'efforce de remplacer le masculin pluriel depuis des années pour dire le pluriel, le neutre pluriel, par un féminin pluriel. Je suis opposé à l'écriture inclusive, donc il m'arrive régulièrement de dire « nous sommes heureuses de nous retrouver ». Et s'il y en a un que ça choque, qu'ils le disent. Alain, ça va? Nous sommes heureuses, Alain, de nous retrouver toutes ici ce soir. Sachant que Denis aurait raté mon dernier livre chez un éditeur qui n'a pas la capacité à parler de lui dans le monde, je voulais apporter avec une affiche PLM. Voilà, il s'intitule « La fabrique d'un haut lieu ». Quelqu'un m'a dit, tu aimes les titres en fabrique, oui. Puisque l'avant-dernier qui est là, je crois, non? S'appelait La fabrique des Huguenots. Voilà. La fabrique d'un haut lieu. Alors, le haut lieu, ça n'est pas le musée du désert. Ce n'est pas les Cévennes. Preuve de d'œcuménisme, de largeur d'esprit. Le haut lieu, il n'y en a qu'un en France. J'ai nommé, parce qu'il est haut à tous égards, j'ai nommé le Chambon-sur-Lignon. Et son plateau. Ça, c'est pour ne pas blesser les gens du Mazet-Saint-Voix, de Devecé, de Mars, ça va, de Failly-sur-Lignon. Voilà. Comment? Alors, c'est quoi? Comment un trou perdu qui s'appelait le Chambon de Tence, dans lequel, à la fin du XVIIIe, les protestants des Hautes-Cévennes ils en envoyaient 4 passeurs à problème. C'est quand même vexant pour le Chambon-sur-Lignon, des passeurs qui étaient accusés, on peut le dire, je ne sais pas si c'était vérifié, d'ivrognerie et de flirt, d'accord? Les 4 qui étaient des hautes terres, hein, alors pas du Gard, Bassurel, le Pompidou, ont été envoyés au Chambon-sur-Lignon. Ça n'intéressait personne cet endroit. Et aujourd'hui, le Chambon-sur-Lignon, en Israël, aux États-Unis et ailleurs, est une icône mondiale de l'humanité. Vous savez, vous connaissez l'histoire, voilà. Et donc, j'essaie de comprendre comment on passe d'un lieu sans nom, sans histoire, à une icône mondiale, voilà. Et les années 40 ne sont que le bout de la chaîne explicative. Le début de la chaîne explicative, c'est, alors là, pour le coup, tout va bien, c'est un pasteur cévenol, d'une étrange Cévenne que je ne connais pas, presque ardéchoise, très basse, très proche du catholicisme,
Je ne sais plus où c'est d'ailleurs. C'est le pasteur Louis Comte, ça vous dit quelque chose? Qui était pasteur chrétien social. Tout à l'heure, je salue un type en disant que c'était Stéphane, mais vous n'êtes pas Stéphane. Je vois Stéphane là. Je vous salue quand même, monsieur qui n'êtes pas Stéphane. Pardon. Je me disais, mais Stéphane ne ressemble pas à Stéphane, mais c'était pas lui. Louis Comte était du côté là de Méjeanne, quelque chose. Il était pasteur chrétien social à Saint-Étienne. Et ayant un enfant malade, il a décidé, un médecin lui a dit, il faut qu'il aille prendre l'air, le bon air de la montagne, sinon la tuberculose le guette. Il l'a envoyé non pas au Chambon ni au Mazet, mais à Montfaucon, en terre 100% catho. Mais c'était déjà le plateau du Chambon. Et il a compris que c'était salvateur. Il a décidé que ce privilège qu'il avait eu comme père de famille bourgeois, il fallait l'offrir au prolétariat des mines de Saint-Étienne. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'œuvre des enfants à la montagne, sans laquelle il n'y aurait pas eu ce savoir-faire de l'accueil des enfants des autres, qui explique l'accueil des Juifs. Voilà. Donc ça, c'était la première conférence. Oui. Donc maintenant, nous passons à la véritable conférence pour laquelle non, vous êtes Denis, venu. pas encore. Je termine avec les annonces. J'ai encore 4 annonces. Je signale que l'un de mes éditeurs est ici. Il n'a même pas pensé à signaler... Je vais le faire à la fin. Ah, tu voulais le faire à la fin. Alors, on le garde pour la fin, le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que je dois signaler? Oui, vous signalez quand même. Comme ça, vous ne viendrez pas... comment on dit, le cœur en bouche, je ne sais plus quoi, là, lors de l'Assemblée dans un mois, le tome 4 du dictionnaire biographique des protestants français et des protestantes n'est pas prêt pour le musée du désert. Il sera prêt pour le 28 septembre, le salon du livre protestant de Paris à la faculté de théologie boulevard Arago. Voilà. C'est le tome de M à Q, 1170 notices, tous les monos sont là, 76 notices, serrés d'assez loin par les Peugeot, 14 notices, les Malais, ça va les Malais, les banquiers Malais, les banquiers Mirabeau, les banquiers Puérari, les industriels, alors j'ai appris, que vous allez me dire si je me trompe, qu'il ne faut pas dire MIEG, mais MIG, ça va les MIG de DMC, Dolphus, MIG, et C, je ne sais plus ce que ça veut dire, Co peut-être, ou je ne sais pas, voilà. Et puis aussi, je m'adresse aux hommes là. J'espère que vous connaissez tous ce best-seller vendu à 2 ou 4 millions d'exemplaires, traduit en je ne sais combien de langues, écrit par la fille d'un pasteur, Ginette Mathieu, Je sais cuisiner. Alain, je sais cuisiner? Non, moi je pratique depuis longtemps, voilà. Il y a aussi l'acteur Mounet Sully. Vous connaissez l'acteur Mounet Sully? Donc Sully n'était pas le nom, Sully était le prénom protestant comme il se doit. Voilà, et puis j'annonce aussi, Denis, je vais faire ma conférence, Denis, ne sois pas impatient. J'attends que la cigale se calme. Je voulais dire parce que j'ai besoin d'archives, si vous avez des archives privées, manuscrites, familiales, orales, je vais écrire dans l'année prochaine une histoire de l'armée du salut en France. Voilà, parce que c'est une histoire religieuse, mais c'est aussi une histoire immobilière, architecturale. C'est extraordinaire, l'armée du salut. Et donc, si vous êtes... Tout le monde est passé dans le protestantisme par l'armée du salut. Tout le monde. Il y a ceux qui en sont sortis, c'est comme le darbisme. J'arrête de plaisanter avec le protestantisme. Il y a ceux qui n'en sont pas sortis. On peut sortir du darbisme, mais on peut y rester aussi. J'en avais dans mon auditoire au Chambon-sur-Lignon il y a quelques jours. Voilà. Enfin, annoncer... Si, je dois encore dire 2 choses. Le congrès du Club Sévenol, l'un des dirigeants est là, face à moi, aura lieu à La Salle, le 24 août, à partir de 9h. Et on a choisi La Salle parce que La Salle, Colognac et Soudorgues, Serge Irigal est là. Serge, je t'ai reconnu, Serge, je ne crois pas, je t'ai vu. Ces 3 communes ont aujourd'hui une concentration de justes parmi les nations exceptionnelle, même en Cévennes. Seul le Chambon, qui fait mieux que La Salle, le Chambon. Voilà, je crois qu'on est à 16, 17 21. Arrête, je suis en retard. Le dernier est un pasteur qui a été nommé à titre posthume il y a 1 an à Nîmes, Jean Saint-Martin, qui était La Salle Forain, Sainte-Croix-de-Calais, etc. Voilà. Et on le fait donc parce que ce sera non pas le 80e anniversaire de la Libération, c'est vrai, mais aussi le 40e anniversaire du colloque fondateur de Valrogue, du Club Sévenol, qui avait lancé le futur best-seller Sévenol avec Philippe Joutard et Jacques Poujol, Cévennes, terre de refuge, ça va? Voilà. Et c'est un secret, mais que je n'arrête pas d'éventer, donc je le dis publiquement ce soir, au congrès de La Salle, le 24 octobre, Philippe Joutard et Geneviève seront présents. Philippe dira quelques mots et ce sera une sorte de retrouvaille de famille. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérente, n'est-ce pas, ou adhérent éventuellement au Club Sévenol, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Et rendez-vous, c'est au Temple. Alors, le Club Sévenol est profondément laïque.
mais des salles, des grandes salles dans les Cévennes, une fois sorti des temples. Voilà. Et enfin, Frédéric Casatsu, vous le connaissez, ce journaliste? Il a fait pour Fréquence Protestante, c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour lui. Mais je suis quand même concerné. Il a fait une série d'émissions avec moi, 6 émissions d'une heure, avec un titre très snob, imité de France Inter ou de France Culture. Un été avec Patrick Cabanel. J'ai un peu honte. Hein. Et il m'a dit, Patrick, c'est pas assez reconnu, il faut que tu le signales sur tes réseaux sociaux. Pas de chance, je suis profondément hostile, radicalement hostile aux réseaux sociaux. Je n'ai jamais écrit un mot, fait un smiley, je sais plus quoi. Mais en revanche, je me suis dit que dans ce réseau social à taille humaine, je pouvais faire de la pub. Alors c'est en direct le samedi, enfin direct, non. Bref, c'est le samedi, non, c'est pas en direct. Je crois que c'est le samedi soir. Et sinon, c'est en podcast. Voilà. Et vous saurez tout des Cévennes, du protestantisme, au cas où vous aurez des choses à apprendre. Alors maintenant, je commence ma conférence. Ça va? Bah oui. Très bien. Donc, ce titre n'est pas de moi, le droit de croire. C'est difficile à prononcer, le droit de croire. Hein. Et puis, des gens m'ont dit que c'est un peu limitatif, car ça n'entend pas le droit de ne pas croire, qui est capital dans nos sociétés, et dans certaines sociétés plus que dans d'autres, hein, le droit de ne pas croire. Moi, je voulais l'appeler pluralisme. Mais l'éditeur a trouvé que c'était un peu soporifique, un livre qui s'appelle Pluralisme, ça fait philosophe. Hein. Ça fait livre pour cagneux, dont j'ai renoncé. Voilà. Le droit de croire, la France et ses minorités religieuses, du XVIe au XXIe siècle. Ça explique d'ailleurs, parce que je vous le signale, hein, je l'ai appris plus jeune, dans un titre, quand les 2 années se suivent, tout le monde ne le sait pas. 19e, 20e, il faut mettre un S. Mais 19e, 21e, il ne faut pas mettre de S. Parce que ça veut dire du 19e au 21e. Et donc, voilà. Je ne sais pas si c'était utile de le dire. Ça m'a paru pas inintéressant de le signaler. Ça permet aux derniers arrivants de s'installer discrètement. Voilà. Alors, c'est une histoire qui va effectivement du 16e. J'ai même commencé avant. J'ai commencé, mais en 3 ou 4 pages, au Moyen-Âge. Merci, la cigale. Jusqu'au XVIe siècle, la question de la diversité, de la pluralité religieuse a été réglée de manière efficace par la violence. C'est par la violence qu'on en a fini. Alors on sera à Toulouse, là les gens commenceraient à bouillonner d'indignation rétrospective, qu'on en a fini avec les cathares, ça va? Je ne vais pas être long sur les cathares, hein, mais c'est vrai que les cathares, c'est une minorité qui n'a pas réussi à survivre à la violence, la violence idéologique, la violence militaire, la violence juridique. Voilà. Autre minorité passionnante, dont je reparlerai peut-être, qui, elle, a survécu à la violence du Moyen-Âge, ce sont les Vaudois. Ça va, les Vaudois? Je salue dans chaque conférence de Denis Torre Pellicce. Voilà, parce que Torre Pellicce, quelqu'un de Torre Pellicce m'a dit Torre Pellicce, c'est écrasant parce qu'il y a les montagnes au-dessus. Moi, je trouve que c'est au contraire libérateur, les montagnes. Voilà. Et les Vaudois, vous le savez, n'ont pas été éradiqués, contrairement au catharisme, mais les Vaudois, et c'est un destin qui aurait pu être celui des Huguenots en France, si Louis XIV n'avait pas révoqué l'édit de Nantes, peut-être. Les Vaudois, on les a laissés survivre, vous le savez, cachés, enfouis dans le Luberon. Le massacre du Luberon, c'est quand la réforme était là, hein, c'est plus tard. Mais dans les siècles du Moyen-Âge, les Vaudois se sont disséminés, enfouis dans la montagne. C'est vrai surtout des vallées alpines du côté italien, c'est vrai à Dormius, Fressinière, dans le Luberon. Et on les a laissés parce qu'ils étaient devenus inoffensifs. Ils ne faisaient plus peur au pouvoir, ni au pouvoir religieux, ni au pouvoir politique. Et c'est peut-être ce qu'il serait devenu des protestants s'il n'y avait pas eu cette sorte de décharge électrique de la révocation. C'est une thèse que j'ai peut-être d'ailleurs déjà défendue ici. C'est une thèse de Philippe Joutard. Et avant Joutard, c'est la thèse d'Émile Guillaume Léonard, qui disait que l'édit de Nantes, finalement, dont les protestants ont pleuré si profondément, si amèrement la disparition en 85, l'édit de Nantes était en train de... Est-ce que je peux dire que c'est un boa constricteur? Ça vaut à l'oral, hein? C'est-à-dire qu'il était en train d'asphyxier avec ce génie du temps qu'a l'Église catholique, avec ce génie du temps qu'a l'État. L'État a le temps, hein, que n'ont pas toujours les sociétés et qu'ont pas généralement les minorités. L'édit de Nantes était en train d'asphyxier, d'éteindre sans éclat le protestantisme. Les plus fragiles économiquement se laissaient séduire par la fameuse caisse des conversions. Les plus notables, les aristocrates, les grands, qui avaient envie de servir l'État. Il faut le comprendre, hein, on est fonctionnaires tous les deux.
On peut comprendre qu'on ait envie de servir l'État, mais pour servir l'État sous Louis XIV, il valait mieux être de la religion du roi. Et donc, une minorité qui perdait, c'est plus fragile socialement, c'est plus fragile géographiquement, par dissémination. Vous résistez moins bien quand vous êtes la seule famille protestante, je ne sais pas, au fin fond du Loiret, je dis le Loiret par hasard, que quand vous êtes comme ici, tous protestants. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la révocation, la longueur du temps, le travail de l'usure, aurait fait des protestants français ce que étaient devenus les Vaudois au XVIe siècle, c'est-à-dire des minorités enfouies, paysannes, empaysannées, qui n'inquiétaient plus personne. On les aurait trouvés dans les Cévennes. Voilà, on serait venu voir, les ethnologues de la fac Paul Valéry seraient venus faire des photos des derniers paysans protestants, mais la révocation a changé les choses. En tous les cas, lorsque le protestantisme arrive, les Vaudois ne sont plus une question en France, les Cathares non plus, et les Juifs non plus. Les Juifs n'ont pas été éradiqués, les Juifs n'ont pas été convertis. Les Juifs, vous le savez, à plusieurs reprises, par des rois assez célèbres, ont été expulsés de France. Vous le savez, ça c'est l'expulsion classique, voilà. Donc, lorsqu'on arrive au XVIe, il y a cette homogénéité dont parlait le titre du Monde, cette homogénéité religieuse de la France, de la robe sans couture, etc. Et lorsqu'apparaît la réforme, c'est une question qui s'est posée partout en Europe. Je vais dire un mot de la solution européenne. Cette cigale m'agace vraiment, hein. Je ne sais pas vous, mais non, ça va, vous? Vous m'entendez? Merci. Comment? Oui. Je ne sais pas si c'est un compliment, ça, mais je crois qu'on a un petit problème avec elle. J'ai dû le plaisanter sur la salle ou sur Ginette Mathieu, il se venge. Dans les Hautes-Cévennes, là-haut, où a commencé la guerre des Camisards, il n'y a que des criquets. Et c'est quand même autre chose, quoi. C'est quand même autre chose, c'est plus discret, c'est plus sobre, voilà. La question qui s'est posée en Europe au XVIe siècle, que les Juifs ne posaient pas, les Juifs n'ont jamais posé la question d'un vivre ensemble. Voilà, les Juifs, vous savez, c'est l'expulsion ou c'est l'enfermement, le ghetto, je vous passe ça. Il n'a jamais été question pour les chrétiens d'imaginer un vivre ensemble avec des Juifs, voilà. On les enferme à tous égards, vous savez, ça peut être la couleur du vêtement, ça peut être le couvre-chef, ça peut être le ghetto, etc. En revanche, avec le protestantisme, la réforme luthérienne, calviniste, là, il faut se poser la question de revenir ou pas à l'homogénéité ou d'imaginer un vivre ensemble, un début de pluralité. Et la solution européenne que n'a pas choisi la France, d'où l'originalité de la France, la solution majoritaire en Europe, c'est la solution, vous le savez, de l'homogénéité. Le fameux, en français, un roi, une foi, une loi. Ça rime, c'est magnifique. Ou alors en latin, mais tout le monde parle latin dans la salle. Je vous regarde un peu par là. Vous avez fait du latin, là? Alain, tu as fait du latin? Ah, très bien. Vous avez fait du latin? Cuius regio. Dedans, c'est le roi, de lui, c'est la religion. Ius religio. Et vous savez que ça a marché au profit de l'anglicanisme, au profit du luthéranisme, au profit de l'orthodoxie, au profit du catholicisme. Hein. Voilà, tous prussiens en Scandinavie, tous catholiques en Pologne, etc. Ce cuius regio, ius religio étant accompagné du ius emigrandi, le droit de partir, qui fait que si vous ne voulez pas vous fondre avec la religion de votre prince ou princesse ou roi, vous pouvez partir librement et surtout vous pouvez partir en ayant, comment dire, réalisé vos biens. Vous ne partez pas nus et vous ne partez pas clandestinement. Et finalement, cette solution européenne qui a libéré l'Europe des guerres de religion, cette solution, c'est celle que Louis XIV, avec logique et je dirais à bon escient, si on peut dire, a appliqué, sauf que Louis XIV, vous le savez, son erreur, sa faute, ça a été d'interdire aux protestants de partir. Voilà, il n'a pas appliqué le ius emigrandi, il ne l'a proposé ou imposé qu'aux pasteurs, et il a interdit à ces sujets protestants, alors que dans le modèle européen, on a le droit de partir. La France a donc a dû trouver une autre solution que cette solution bancale de Louis XIV. Et cette solution, elle a un mot, c'est le pluralisme ou la pluralité. Voilà, le pluralisme étant l'idéologie qui dit que la pluralité c'est bon, le pluriel c'est bon. Et ce que les Français croient parfois, pas les Français très cultivés comme vous êtes et les Françaises ici, mais on croit parfois que la laïcité est une exception. Alors c'est vrai, c'est une exception, mais pas le pluralisme. Tous nos voisins sont pluralistes autant que la France. Mais ils sont allés au pluralisme par une autre voie, une autre solution que la solution française, la laïcité. Alors j'ai une solution mathématique. On va faire un peu de maths, ça va? Ça va, Alain? Je suis très fier de mon bac C. Alors là, les jeunes ne comprennent pas.
mais les gens de plus de 80 ans comprennent. Le bac S, je crois, hein, encore d'aujourd'hui. Euh, la laïcité, du point de vue du pluralisme, c'est ce qu'il y a la vraie laïcité. La laïcité de 1905 aux années 1980. Depuis, c'est terminé. Nous sommes entrés dans une autre laïcité que je vous définirai tout à l'heure. Mais la laïcité pure et dure, pure, logique, dont la France était si fière, de 1905, la loi de décembre au début des années 80, c'est construire la pluralité, le pluralisme, pluralisme, c'est-à-dire plusieurs. C'est une histoire d'addition. La laïcité, ce n'est pas une addition, c'est la soustraction absolue. Aucun Dieu. On va à l'égalité des dieux par le silence total, l'expulsion de tout signe religieux des lieux où se retrouve la cité. Voilà, l'hôpital, le tribunal, l'école bien sûr, la salle de vote, tout ce que vous voudrez. C'est le zéro absolu, la laïcité. Voilà. Et il n'y a pas plus égalitaire entre religions que la laïcité pure et dure que la France a connue au XXe siècle. Vous me direz que c'est une laïcité en partie fictive, parce qu'effectivement, on ne peut pas, du jour au lendemain, on ne peut pas, vous l'imaginez, détruire toutes les églises. La France a un paysage monumental, architectural, artistique, littéraire, qui reste marqué par le christianisme et par le catholicisme. Voilà. On ne peut pas, on pourrait, c'est plus facile. Il y a eu des tentatives qui ont échoué pour l'instant. On ne peut pas supprimer tous les jours fériés. Vous imaginez la rage des Français si à la réforme des retraites, vous ajoutez la suppression. Moi, je trouve que je ne supporte pas le mois de mai. Je ne sais pas vous. Enfin, c'est votre problème, hein, mais bon, je veux pas vider la salle. Hein. Mais voyez ce que je veux dire. Alors, soit, on va y revenir, soit on ajoute de nouveaux jours fériés. C'est le fameux rapport Stasi, ajouter un jour pour les bouddhistes, un jour pour les juifs, un jour pour les musulmans. Mais ça peut devenir ensuite une extension indéfinie, on ne travaille plus beaucoup. Voilà, on les supprime. Je rappelle que, plus logique que la Troisième République et la laïcité de 1905, la Révolution française, elle n'a pas tenu. Elle est allée au bout du bout. C'est-à-dire que quand vous voulez vraiment, comment dire, déreligiosiser l'espace public, quand vous voulez sortir la vie ensemble de cet ensemble de fables, de mythes qu'est le christianisme, ne le prenez pas mal, hein, eh bien, vous devez commencer par supprimer tous les prénoms qui renvoient au christianisme. Donc c'est terminé de s'appeler Marie, ou Anne, ou Thérèse. On s'appelle, j'ai travaillé sur ça, on s'appelle laitue, tomate, aubergine, si vous avez des prénoms originaux. Imaginez que vous appelez votre fille Courgette et votre garçon Concombre. C'était la Révolution, ça. Et je signale que le génie de la Révolution, c'est un génie mathématique, on l'oublie toujours. La Révolution, c'est le maître, ça va? Et la Révolution, c'est la création de deux grandes écoles de mathématiques, Polytechnique et Normal Sup. Et à côté de ce génie mathématique, scientifique pur et dur, c'est une sorte d'écologie avant la lettre, de naturalisme généralisé. C'est-à-dire, il faut prendre des noms, puisqu'on ne veut plus de prénoms qui renvoient, la plupart de nos prénoms renvoient à des dieux, y compris aux dieux gréco-latins, dont la Révolution ne voulait pas plus. Donc, on prend des prénoms dans le monde des minéraux. J'avais un lointain cousin d'Angus qui s'appelait Fer Cabanel. Fer. Je ne sais pas si vous l'avez connu, Fer. Faire comme le fer. Voilà, des métaux, des noms de fleurs, etc. Et vous le savez, on a changé. Saint-Jean-du-Gard s'appelait Côte-Livre, non Saint-Jean-du-Gard, il y a des Saint-Jeanais dans la salle. Vous savez aussi qu'on a remplacé, ça c'est le plus fort, on a remplacé la semaine par le décadi, vous le savez, c'est-à-dire le système décimal à la place de ce système en 6 jours plus 1 qui n'a rien de mathématique et qui renvoie effectivement à un texte très ancien appelé la Genèse, etc. La Révolution l'a fait, ça n'a pas tenu, mais en tous les cas, d'une certaine manière, même si on ne peut pas, je dirais, démolir tout un paysage architectural qui a 2000 ans, la laïcité française du début du XXe siècle, elle a réalisé le pluralisme absolu par la soustraction absolue de toute référence religieuse. C'est ce qui permet d'ailleurs à l'islam de se sentir bien parce qu'on n'est plus dans le système précédent des cultes reconnus. Quand vous dites culte reconnu, c'est-à-dire que certains ne le sont pas. Et que donc vous créez par là même une inégalité devant la loi entre les reconnus ou les non reconnus. Je vais revenir sur le fait qu'aujourd'hui il y a une forme de reconnaissance nouvelle. L'autre solution qui est la laïcité, c'est très connu, il y a un que sais-je sur ça, la laïcité à la belge. L'Allemagne aussi pratique ça. C'est-à-dire que vous choisissez d'aller au pluralisme, non pas par le silence, la prétérition, l'amputation, comme disent les gens, totale sur les religions, mais au contraire en additionnant, considérant que
comment dire, ça fait quoi? Plus, moins, ça fait zéro. C'est l'idée que si vous avez 4 ou 8 ou 10 ou 20 religions, eh bien, vous avez un système tellement pluriel que finalement, vous promettez aux gens une forme d'égalité de droits et de devoirs entre les religions. Voilà, c'est la solution que la France n'a pas voulu suivre, qui est la solution belge, la solution allemande et d'autres pays. On additionne des cultes. Il arrive un nouveau culte parce que quelqu'un l'invente. Après, il y a des conditions, hein. Si possible, l'Espagne aussi a réfléchi sur ça. Il y a des conditions d'ancienneté, des conditions aussi de masse critique. Si vous arrivez en me disant nous sommes une cinquantaine réunis autour de moi, vous n'aurez pas le droit d'avoir des aumôniers comme des cultes qui ont des dizaines de milliers d'adeptes, mais c'est l'idée, un culte arrive avec l'immigration, on va l'ajouter à la liste des cultes qui ont le droit d'avoir des cours d'enseignement dans les lycées publics, d'avoir des aumôniers dans les hôpitaux de l'armée. C'est le modèle belge. Et dans le modèle belge, ce qui pour un Français est presque un contresens et même une souffrance si vous êtes vraiment laïque, dans le modèle belge, on a fini par ajouter la laïcité au culte reconnu. Mais la laïcité, pas à la manière française. En France, la laïcité, très belle définition que donne tout le monde, c'est la maison commune, ça va? Et cette maison commune, elle doit être nue. Les murs sont nus. Parce que pour que le juif, le musulman, l'athée, le catho, le darbi se sentent chez lui, il faut qu'il n'y ait aucun signe renvoyé à quelque religion que ce soit. Quand bien même ce serait la religion de 98% des Français en 1900, c'est-à-dire le catholicisme. Tandis qu'en Belgique, vous entrez dans la maison commune et vous avez, si vous voulez, des niches, des dieux lards partout. Vous voyez, on les ajoute. Il y a l'islam, il y a l'orthodoxie, l'anglicanisme, les témoins de Jéhovah, l'armée du salut, etc. Et il y a ce que les Belges appellent la laïcité. Alors, qu'est-ce que c'est que la laïcité à la Belgique? C'est pas l'espace où tout le monde se retrouve, c'est ceux qui ont besoin de spirituel, d'une spiritualité, mais d'une spiritualité laïque, sans Dieu révélé. Donc, en fait, pour être clair, hein, les patrons de cette laïcité à la Belge, ce sont les francs-maçons en particulier. Les libres penseurs, vous voyez, des gens qui estiment qu'il faut du spirituel à une société, mais pas une religion positive comme nous les connaissons toutes. Voilà. La France n'a pas choisi ce système-là. Voilà. Alors, comment en est-on venu à l'actualité? Je garde pour la fin le modèle français actuel, qui est de plus en plus un modèle à la belge ou à l'allemande, même si les Français croient toujours être restés dans la laïcité pure et dure. Je fais maintenant un peu d'histoire avec vous, en essayant de ne pas être trop long. Un peu d'histoire pour dire que ça a mis plusieurs siècles. Et que dans le cas français, c'est une addition et chaque siècle, il y a quelqu'un de plus. Donc au XVIe, on est à 1, c'est le catholicisme. Ensuite, on va passer à 2. Après, on va monter à 3. Au XIXe siècle, on est à 4. Avec l'Algérie, on est à 5. Et aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, de 2024, dans certains lieux, elle est à 9. Et là, il s'agit bien de cultes qui ont une forme de reconnaissance sur laquelle je vais revenir. Alors, peut-être que vous espériez entendre parler du protestantisme ce soir. Denis, un peu? On est là pour ça. Et non, je vais parler de l'islam. Et c'est là, non, tu vois, la salle ne se vide pas. Donc, ils sont vraiment pluralistes. Vous êtes très bien élevés, de purs démocrates, et pourtant, on est dans le Gard. Non, j'arrête de plaisanter. Non, j'arrête. Monsieur le pasteur, Monsieur de Roubiouz est là, tome 4. Si vous voulez tout savoir d'Élysée de Roubiouz, tome 4 du dictionnaire biographique. Le Benjamin, hein, c'est ça. Très bien. Il est silencieux, Jean-Christophe. Il essaye de ne pas parler. Hein. Et oui, non, il est normal. Le prédicateur, ce soir, c'est Cabanel. Alors, le protestantisme. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que c'est quand même, ça a été, avant les Juifs, et bien avant l'islam, ça a été, si vous voulez, le banc d'épreuves majeur. C'est-à-dire que la minorité, vous savez, la minorité sparadrap. Hein, Tintin, ça va? Les frères, les Dupont, là? On n'arrive pas à s'en débarrasser du sparadrap, dont la France n'a jamais pu se débarrasser. Elle a tout essayé au XVIe siècle, jusqu'à Louis XIV. Elle a tout essayé, elle n'y est pas arrivée. C'est la minorité protestante. Et la France a appris les solutions, les mauvaises, les bonnes, les meilleures. Elle les a apprises, ces solutions, avec la minorité française par excellence que le protestantisme. Ce n'est pas les Juifs.
dans l'histoire longue de la France, la minorité par excellence, je ne vous apprends rien, c'est le protestantisme. Alors, et tout passe par le protestantisme. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la France avec les protestants, mais je voudrais faire des parallèles entre la minorité, je dirais presque cardinale, presque officielle, la minorité protestante, et puis trois autres minorités qui sont arrivées ou qui étaient là. Et il y a eu des regards échangés, des croisements. L'État s'est demandé aussi. Donc je vais faire une histoire parallèle de trois minorités qui sont arrivées, et les protestants étaient là, les protestants ont pu servir d'exemple, de modèle, de contre-modèle. Ces trois minorités-là, qui sont des minorités à des titres très divers, ce sont les morisques, les jansénistes et les juifs. Voilà. Les morisques, ça va? Les morisques... Oh! J'aime le silence. Les morisques, c'est tout simple. Arrête-toi. Les morisques... Ah, c'est filmé, pardon. C'est une cigale, hein, chères auditrices et chers auditeurs. Les morisques, ce sont les huguenots d'Espagne. Ce sont les... Vous le savez, ce sont les musulmans maranes, comme disaient les juifs. Ce sont les musulmans qui se sont convertis par la force de la reconquête catholique, le res catholicos, mais qui sont restés secrètement musulmans. Des gens qui obéissent à la violence des armes, mais qui restent secrètement dans le silence des maisons, la porte refermée, la nuit, fidèles à la religion d'origine. Ça parle aux huguenots, nous sommes d'accord? En plus, ils habitent une région 10 fois plus forte que les Cévennes, 3 fois plus forte que Torre Pellice, 1 fois et demie plus forte que le Chambon-sur-Lignon. J'ai nommé, attention, je vais prononcer l'espagnol, hein. Je m'applique, hein. Les Alpujarras. Ça va? C'est-à-dire, vous savez, les Alpujarras, ce sont les Cévennes de la Sierra Nevada. Vous voyez? Vous êtes tous venus dans des hôtels de luxe, je vous connais, des hôtels de luxe, comment ils ont un nom, les Parador, hein. Ah, il y a des gens qui se sont trahis là. Moi, je l'ai regardé de loin. J'étais avec le sac à dos, j'allais prendre des douches à l'auberge de jeunesse, là, en bas, à l'Alhambra, c'est à Grenade. Je voyais la grande bourgeoisie, distinguée, surdiplômée, se promener là, à l'ombre des arbres, dans le Parador, là, qui est juste sous l'Alhambra. Vous voyez, au-dessus de Grenade, vous avez des montagnes, là, avec des villages. La différence avec les nôtres, c'est que les toits sont plats. Vous voyez, c'est des plats de terre plats. Voilà, c'est la Floradas. Et là, ils sont restés fidèles à l'islam. En 1609, l'Espagne, devenue toute catholique, l'Espagne, c'est extraordinaire, et on va la retrouver sous Louis XIV. L'Espagne, c'est le contre-modèle complet de la France. L'Espagne, c'est le pays qui, dans son histoire, ça a changé. Hein. Mais ça a changé il n'y a pas longtemps. L'Espagne, c'est le pays qui n'a voulu, à un moment, ni de l'islam, ni des juifs, ni de la réforme, ni de la laïcité. Hein. Quel était le nom du principal militant pour le protestantisme en Espagne au XIXe siècle? Un nom plus espagnol que ça, tu meurs. Matamoros. Le mec qui tue les morts, il était converti. Il est passé par le Béarn et ensuite à Genève, là, parce qu'il était persécuté. Donc, vous voyez, l'Espagne, c'est le pays, c'est l'anti-France, l'anti-modèle pour la France. Et on expliquait, sous Louis XIV, déjà, je vais y revenir, que c'était le modèle à ne pas suivre parce que l'Espagne payait son refus de la pluralité, elle le payait de son archaïsme. Et ça marche jusqu'au 19e, ça marche même jusqu'au 20e. Elle le payait aussi du poids d'une violence systémique, comme on dirait aujourd'hui, pour parler de notre univers, d'une violence systémique dans l'Espagne jusqu'aux années 1970, alors que la France, en dépit de la violence dans l'histoire, la France, elle, était le pays du développement et de la construction de la pluralité. Je vais y revenir. Les Morisques, en 1609, sont expulsés d'Espagne. La plupart partent en bateau vers l'Afrique du Nord, où leurs descendants sont toujours, et quelques-uns, ceux les plus au nord, prennent la voie du nord, la voie terrestre, et passent par le royaume de France. Et Henri IV, c'est étonnant comme histoire, Henri IV est tenté d'en inviter un certain nombre à s'installer en France. Alors pas tout près de la frontière, c'est jamais. Toujours un peu plus loin. Je crois qu'il leur demande de se convertir au catholicisme, hein, quand même. Mais il y a l'idée, chez Henri IV, il y a l'idée que ces morisques espagnols sont riches, sont partis avec leur argent et aussi avec leur savoir-faire, notamment tout ce qui est bijouterie, armes, et que la France va gagner à les accueillir sur son sol. Ça vous rappelle pas une histoire, ça ? C'est pas l'histoire du refuge huguenot 2 siècles plus tard, à Genève, à Berlin, etc. Bon, comment dire
les Maurices n'ont pas été supportés. Il y a eu des mouvements de foule. On les accusait de répandre la peste, un peu comme les Juifs à la même époque. Donc, il a fallu les environner de soldats et les mener jusqu'à Marseille, où ils ont pris le bateau. Ce qui est intéressant, c'est que l'envoyé d'Henri IV pour négocier avec ses troupes maurisques était un petit obro huguenot du sud-ouest, mais qui a ensuite été dénoncé par les jésuites à la cour d'Henri IV. Deuxième exemple, peut-être plus intéressant, plus proche de nous, deux femmes sont les spécialistes de ces jansénistes, Catherine Maire et notre amie Monique Cotterêts. Vous la connaissez? Monique Cotterêts, historienne, elle est aussi la veuve de Bernard Cotterêts, mais elle est Monique Cotterêts, elle était à Valrogue il y a 15 jours. Les jansénistes, leur talent d'Achille, c'est ça? C'est ça, hein? Leur talent d'Achille, c'est ça, leur point faible, oui. Face à Louis XIV et face aux jésuites, c'était qu'ils avaient une théologie qui semblait proche de celle des calvinistes, parce qu'elle était augustinienne, et les jésuites détestaient les jansénistes, adoraient les détester. Les protestants se croyaient ou se savaient, les calvinistes, les théologiens calvinistes, se savaient proches de la théologie augustinienne des jansénistes. Et là, on aurait pu avoir une sorte de, comment dire, de fraternité, de vivre ensemble, de défense commune des deux grandes minorités, jansénistes et calvinistes, face à la persécution menée par l'État, accompagnée par les jésuites. Je rappelle que ça a été dit à l'époque, hein, notamment par Pierre Bayle et quelques autres. Vous prenez la France de Louis XIV, vous enlevez tout ce qui est marqué par le calvinisme et tout ce qui est marqué par le jansénisme, et il vous reste à peu près Bossuet et Fénelon. Vous n'avez pas Racine, vous n'avez pas le grand peintre, quelque chose là. Il est trop tard, je suis fatigué là. Comment il s'appelle ce grand peintre? Aidez-moi. Non. Bref. Peut-être, je ne sais plus. J'ai oublié, veuillez me pardonner. Vous savez, la grande grammaire de Port-Royal, la meilleure traduction catholique en français, c'est la Bible de le maître de Sassy, qui est un janséniste. Vous enlevez le génie calviniste et le génie janséniste, il ne reste pas grand-chose à la France. Hein. De même, je peux le dire, dans les années 1930, vous enlevez à la France ces philosophes protestants et ces philosophes juifs, il ne reste pas grand monde. Hein. Vous enlevez, je ne sais pas, vous enlevez au XXe siècle, vous enlevez Derrida, Ricoeur, je ne sais pas, Lévi-Strauss et quelques autres, Bergson. Il reste quoi aux génies français? Ils sont où les génies catholiques? Pardon, ça va? Excusez-moi, il y en a quelques-uns. Sartre, vous allez me dire, mais non, Sartre, il a dit, il est marqué au fer rouge par les Schweitzer. Tout le monde a dit que les mots, seul un protestant pouvait écrire les mots. Ce rapport compliqué, vital, maternel, au livre, aux mots, c'est protestant, etc., etc. Et donc, il y avait cette histoire croisée, pour utiliser un mot goethéen ou weberien, cette affinité élective entre les jansénistes et les calvinistes. Mais que s'est-il passé? Et ça, c'est très cruel. Les jansénistes, mourant de peur d'être compromis par leur proximité théologique avec les calvinistes. Ils en ont rajouté dans l'odium théologique, comme dans la haine des calvinistes. Ils sont devenus les champions de la production de livres anti-calvinistes pour montrer aux jésuites, à Louis XIV, qu'ils étaient les champions de l'Église catholique. Et je l'ai lu, le grand passeur de Charenton, Claude, qui était en exil, qui disait au grand Arnaud, Arnaud c'est l'un des grands leaders jansénistes, qui lui-même était en exil aux Pays-Bas. Il lui disait, mais Arnaud, arrêtez de taper sur les gens qui vous ont accueillis. Vous faites des livres pour dénoncer le calvinisme. C'est eux qui vous ont accueillis parce que vous êtes persécutés en France. Nous sommes frères. Mais les jansénistes ont essayé de se sauver. Et c'est un bel exemple, vous voyez, de deux minorités dont le destin aurait pu être très différent, mais qui n'ont pas voulu de ce destin commun, surtout la minorité janséniste. Ils ont dénoncé les calvinistes. Bilan, tout le monde a tout perdu. Les jésuites ont gagné la bataille contre les deux minorités qui les dérangeaient. Et je vous le rappelle, c'est allé très loin, c'est allé jusqu'à l'outrage fait aux cadavres. Vous savez qu'au lendemain de la révocation, les gens qui mouraient sans s'être confessés devant le prêtre, ça durait 1 an. Et on a souvent pris des exemples dans la haute société.
on n'a pas traîné sur la clé des pauvres, on a traîné plutôt des bourgeois, des aristocrates, pour faire exemple. Donc, un traitement scandaleux infligé aux cadavres huguenots. Et puis, vous le savez, je crois que c'est en 1709, lorsque Louis XIV a essayé d'en terminer, de raser l'abbaye de Port-Royal des Champs, on a sorti les cadavres du cimetière des religieuses de Port-Royal des Champs. Donc, vous voyez, c'est allé jusqu'à ça, mais les calvinistes avaient compris leur fraternité avec les jansénistes, pas les jansénistes. Et troisième exemple de minorité, où là, en revanche, alors là, elles ont vraiment presque jusqu'à nos jours, pas tout à fait jusqu'à nos jours. Et là, je ne vais pas aller jusqu'à nos jours sur ce sujet-là. Entre les juifs et les protestants, il y a eu, depuis le XVIIIe siècle, alors là, vraiment, j'ai écrit un livre sur ça il y a maintenant quelques années, là, il y a eu vraiment une affinité élective. Là, ces deux minorités ont compris ensemble que leur intérêt, c'était de bâtir le pluralisme, de bâtir un espace neutre, laïque, effectivement, non pas de déchristianiser, mais au moins de décléricaliser, de décatholiciser un certain nombre d'espaces publics. Et elles ont travaillé main dans la main pour construire la République dont nous sommes, l'école dont nous sommes les héritiers comblés. Elles ont été aussi, d'ailleurs, haïes ensemble. Mais ça, vous l'avez compris, l'extrême droite maurassienne, elle est héritière de l'extrême droite jésuitique de la fin du XVIIe. Les jésuites haïssaient à la fois les calvinistes et les jansénistes. Les maurassiens ont haï à la fois les juifs et les protestants. Et ce travail en commun pour construire un espace laïque, c'est vraiment une très belle histoire judéo-protestante de deux minorités qui savent que leur intérêt, c'est de construire un espace public neutre. Alors, ce n'est pas le seul cas. Hein. J'ai été stupéfait de voir, alors ils sont beaucoup plus minoritaires qu'en France, les Vaudois italiens devenus protestants et les Juifs italiens travaillaient ensemble à bâtir la République d'abord en Italie et une République laïque. Hein. Et là où c'est beaucoup plus fort, parce que là vraiment les calvinistes sont beaucoup plus nombreux, c'est en Hongrie. Hein. Je rappelle toujours que Nicolas Sarkozy est le pur héritier de ces hobereaux calvinistes de Hongrie. Alors aujourd'hui, c'est plus en Hongrie, hein, c'est la Transylvanie devenue roumaine. Mais à partir de 1867, lorsque l'Autriche est devenue l'Autriche-Hongrie, avec vraiment un empire bicéphale, une tête occidentale parlant allemand, Vienne, une tête orientale parlant hongrois, Budapest, et bien vraiment, on dit que la Hongrie moderne s'est bâtie avec la minorité calviniste et avec la minorité juive. Exactement ce qui se faisait au même moment sous la Troisième République. Et le premier moment où ce pluralisme judéo-protestant s'est bâti, c'est pas au moment de l'affaire Dreyfus, c'est beaucoup plus ancien que ça, c'est en 1788, pour être précis. Ça va, 1788 ? L'année précédente, Louis XVI avait accordé aux protestants non pas la tolérance religieuse, qu'il a refusé, mais un état civil, le droit d'être protestant et de faire inscrire leur naissance ou baptême, mariage, décès sur des registres. Alors soit les registres pouvaient être tenus par le prêtre catholique, que l'État contraignait à faire ça, soit il était tenu par des juges. Et dans le détail, il fallait payer, hein, mais c'était plus cher quand on allait chez le juge que quand on allait chez le prêtre. On espérait comme ça qu'on allait essayer d'un peu catholiciser quand même les protestants. Mais c'est donc l'édit dit de tolérance, mais qui n'est pas, de 1787. Et ce qui est intéressant dans cet édit, je l'ai dit dans d'autres conférences, mais là il fallait le dire dans ce livre, c'est que Malesherbes, le ministre de Louis XVI, Malesherbes a publié clandestinement, sans signer, ça se faisait beaucoup à l'époque, officiellement à Londres, 2 traités sur le mariage des protestants dédiés à Louis XVI, dans lequel il disait, mais il ne disait pas que c'était lui Malesherbes, il disait « Sire, vous allez faire un texte pour rendre un état civil aux protestants. Vous allez faire 2 choses. Premièrement, vous allez dire une fois dans le texte qu'il s'agit bien des protestants, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Hein. Donc vous allez utiliser le mot protestant dans le texte, qu'on sache. Et le reste de votre édit, sire, vous ne direz plus jamais protestant, mais vous utiliserez des périphrases, ceux qui ne sont pas de la religion du roi, ceux qui ne pratiquent pas les rites catholiques. Pourquoi ? Sire, parce que sur votre territoire, vous n'avez pas que des catholiques et des protestants. Vous avez des protestants un peu particuliers qui ne pratiquent pas le baptême des enfants, les anabaptistes, les ménonites d'Alsace. Vous avez, sire, dans vos armées, vous avez des soldats luthériens. Pensez à eux s'ils meurent sur le sol.
si vous n'avez dit que les protestants réformés, les religionnaires. Vous avez des juifs sur votre sol. Et puis, dit Malesherbes, et ça renvoie au XXe, au XXIe siècle, peut-être un jour, sire, vous aurez des gens, alors comment il dit, des gens industrieux qui viendront de l'Inde travailler à nos travaux publics. Donc il imagine déjà l'immigration de gens qui arriveront avec une religion qui n'est ni le judaïsme, ni les différentes variétés du christianisme. Et donc ce que demande Malesherbes, et qui se fait, mais ce texte de 87, il n'a vécu que 2 ans, c'est son drame, il demande à Louis XVI d'inventer une France coupée en deux, alors 98% et 2%, une France toute catholique d'un côté, et une France qui est déjà laïque, pluraliste, puisque l'édit de tolérance et les registres de mariage, officiellement, c'était pour les luthériens, les ménonites, les juifs, les protestants réformés, et puis ceux qui viendraient avec d'autres religions. Et on le sait, à Nîmes, ça n'a pas plu à certains commerçants, il faut bien le dire. Alors en Alsace, ça a été détesté, l'idée, en Alsace, y compris chez les luthériens, l'idée que les juifs peuvent avoir du jour au lendemain les mêmes droits que des chrétiens, pardon de le dire, s'il y a des Alsaciens dans la Saliana, ça va. C'est très mal passé. Et à Nîmes, il y a eu aussi des jalousies entre commerçants juifs et pas juifs. Mais à Nîmes, dans le registre, le fameux registre de mariage, ouvert en 1788, où tout le monde venait inscrire son mariage, quand bien même les gens étaient mariés depuis 40 ans. Vous le savez, c'est très touchant. Il y a des gens qui étaient veufs, mais qui disent au nom de la femme que j'ai aimée, ou je viens inscrire devant la loi. Il y a des juifs qui sont venus se faire inscrire à Nîmes sur les registres des protestants, considérant que ce registre n'était pas protestant, qu'il était déjà ce modèle d'une France pluraliste, mais un pluralisme pour les non-catholiques. Voilà, c'est l'édit, d'ailleurs, qui est dit pour les non-catholiques. Voilà. Après, j'accélère et j'en viens à la situation actuelle dans un instant. À partir de la Révolution qui est allée beaucoup plus loin, en même temps, elle est allée plus loin, la Révolution, mais avec prudence. Là, vous allez tous me citer Rabot Saint-Étienne, qui est votre héros, je le sais. OS, AUT, héros, ça va. Rabot Saint-Étienne, Rabot Saint-Étienne. Je peux monter sur la chaise ? Et non, je ne vais pas le faire. Mais Rabot Saint-Étienne, vous le savez, c'est un échec. L'article 10, je peux le dire, est l'échec personnel de Rabot Saint-Étienne. Rabot Saint-Étienne voulait dire nul ne peut être inquiété pour sa religion. C'est ça. Hein, mais ensuite, vous le savez, des prêtres députés, la droite à l'Assemblée a fait pression pour qu'on ajoute, vous savez, après la virgule, dans la mesure où, je ne connais pas par cœur, le juriste qui est là va m'aider. Ouais, voilà, c'est-à-dire que, et vous le savez aussi, non, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses, virgule, déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ensuite, dans la mesure où elle vous devriez le connaître par cœur, Serge, aide-moi. Voilà, trouver l'ordre public. Or, il est facile pour tout gouvernement de considérer qu'une religion nouvelle va trouver l'ordre public. Vous pourriez dire aujourd'hui, ah non, une mosquée, non, ça va choquer le regard des voisins. Non, on interdit. Ils l'ont fait pour les temps protestants, sous Louis-Napoléon III. Donc, l'article 10 n'est pas aussi pluraliste que ce qu'on dit. Et Rabot Saint-Étienne a essuyé un échec. La droite catho de l'Assemblée a essayé de réduire ce qu'elle offrait officiellement dans la première partie de ce texte-là. Mais en tous les cas, avec la Révolution, puis avec, vous le savez, le Concordat de 1801, qui devient une loi de la République en 1802 avec les articles organiques, etc., on est maintenant dans un pluralisme qui n'a jamais été vu, c'est-à-dire qu'on n'est plus à 2 cultes reconnus, même inégalement reconnus comme sous l'édit de Nantes, on est à 4, si vous considérez, moi je dis 3. Je considère que le luthéranisme, surtout depuis 2013, que luthérien et calviniste, c'est la même chose. Donc il y a les protestants, les juifs avec un petit temps de retard, parce que c'est les juifs et que la France, même la France est plus généreuse et moderne, a un petit peu de mal à y aller. Les juifs, vous voyez, c'est 1808 pour qu'ils aient les mêmes droits que les articles organiques de 1802. Et pour que les rabbins soient salariés, si on peut dire, de l'État, il faut attendre la révolution de juillet 1830. C'est 1831, pour que les rabbins aient les mêmes privilèges que les prêtres et les pasteurs depuis 1802. Mais malgré tout, après 1831, on a donc 3 cultes reconnus. Avec cette... vous savez, ça va le mot culte reconnu, l'expression ? Elle pèse lourd. Hein. C'est pas religion autorisée, c'est culte reconnu. Reconnu, ça veut dire qu'il y a un texte de loi entre l'État et telle religion, et ça veut dire reconnaissance au sens juridique écrit du terme. Et culte, c'est ce que dira l'article 1 de la loi 1905. Un culte n'est pas une religion.
On peut être religieux tout seul. Rabot Saint-Étienne a eu un texte, alors là, pour le coup, il a eu une expression de génie. Il a dit, il n'est de culte, il parlait un ancien français, il n'est de culte que de plusieurs. Voilà, le culte, c'est quand on se réunit pour rendre culte à son Dieu. Voilà. Ce que l'on sait, et Louis XIV le savait tout aussi bien, c'est qu'il est plus facile à un État d'accorder la liberté de conscience que la liberté de culte. La liberté de conscience, c'est invisible, c'est inodore. Vous êtes chez vous, dans votre chambre, ou vous êtes sous un arbre, vous pouvez prier, ça coûte rien. Mais le culte, ça veut dire des temps précis, des bâtiments précis, des spécialistes qu'on appelle des clercs, etc. Donc c'est beaucoup plus lourd pour un État d'accepter que des mosquées s'élèvent, que des temples s'élèvent, alors que la liberté de conscience, c'est totalement incolore et inodore. Voilà. Je signale, et puis j'en viens au XXIe siècle, pour en terminer, pour ne pas être trop long, je signale qu'à partir de 1830 et jusqu'à l'indépendance, c'est quand même assez étonnant, l'islam en Algérie est culte reconnu par l'État. Pour la même raison que le catholicisme. C'est-à-dire qu'au départ de l'État moderne, il y a une spoliation fondatrice. Au moment de la Révolution française, c'est ce qu'on a appelé les biens nationaux de première catégorie. Vous savez, on a raflé à l'Église catholique ce que la Grèce n'a pas encore fait, qui fait que l'Église orthodoxe est le premier propriétaire de Grèce. Mais en France, c'était le cas pour l'Église catholique. On a raflé l'Église catholique, les couvents, les abbayes, les terres immenses qu'elle avait partout, vous savez. On l'a mis en vente. Est-ce que vous savez qui a acheté toutes les terres que la Révolution a vendues partout en France? Ils appartenaient à quelle confession, ceux qui achetaient les terres? Après, vous comprenez l'agacement des Vendéens. C'est la bourgeoisie protestante des villes qui a acheté partout comme un seul homme. Les abbayes, les couvents, ils ont tout acheté. Les bourgeois de La Salle, de Saint-Jean-du-Gard, de Millau dans l'Aveyron, de Camarès, de Brusque, ils achetaient les abbayes. Et les paysans, il n'y a pas eu de partage de révolution agraire. Les paysans, les petits paysans catholiques qui espéraient agrandir leur territoire, ils ont vu des bourgeois qui étaient pires, parce que les bourgeois, ils n'étaient pas absentéistes, ils étaient souvent férus d'agronomie. Et ils ont planté des mûriers. Et ça explique, il y a une thèse sur ça qui explique, la révolte chouane, c'est aussi une révolte socio-économique contre le fait qu'ils se sont fait confisquer les terres d'église. Mais donc, au moment du Concordat, Louis-Napoléon Bonaparte, a refusé, évidemment, de rendre à l'Église catholique ce qui lui avait été confisqué. En échange, il a accordé le Concordat, et notamment le salariat des prêtres. Voilà. Eh bien, en 1830, vous le savez sans doute, à Alger, à l'époque c'était qu'à Alger, les conquérants français ont mis la main basse, c'est ça on dit faire main basse, sur les biens abous, les biens religieux, notamment qui permettaient d'organiser les pèlerinages à la Mecque. L'État français a raflé. Et immédiatement, en échange de ça, ils ont considéré que l'islam allait jouir en Algérie coloniale des mêmes droits que le catholicisme et le christianisme en France, culte reconnu, donc intervention de l'État pour payer le clergé, pour restaurer des mosquées, avec l'idée, mais qui est la même d'ailleurs en France métropolitaine, l'idée que la meilleure façon de tenir une société, de tenir dans la morale et dans l'ordre social une société, c'est la religion. Voilà. Donc, et jusqu'à 1905, même la République laïque considérait que rien ne vaut une religion pour inculquer une morale à des enfants et à un peuple, et que rien ne vaut une religion reconnue par l'État, parce qu'une religion reconnue et financée, c'est une religion contrôlée. Voilà. Et l'État rêve de contrôler les religions. Et si la République a fait la laïcité à l'école en 1882 et a attendu près d'un quart de siècle pour la faire dans le reste de l'espace public à 1905, c'est parce que jusqu'au bout, elle se demandait ce qu'allait devenir un catholicisme, je dirais, sans contrôle, livré à lui-même. Finalement, ça s'est passé. Et vous savez que le rêve de tous les ministres de l'Intérieur depuis un quart de siècle, c'est de faire en sorte qu'on crée dans l'islam une fédération, une représentativité et quelqu'un ou quelqu'une avec qui on puisse négocier, comme on le fait avec le président de la Fédération protestante de France, le grand rabbin ou le président de la conférence des évêques. Voilà. Donc, à la fin du XIXe siècle, nous sommes avec l'Algérie, nous sommes à 4 cultes reconnus, à 5 si vous scindez en deux les protestantismes. En 1905, nous sommes à 0, je n'y reviens pas. Et la grande nouveauté de notre laïcité actuelle, je voudrais terminer sur ça, c'est qu'à partir des années 1980, la France, sans le dire, il y a eu 2 ou 3 lapsus, la France a recommencé, contre toute attente, elle a recommencé à reconnaître certains cultes. Pas tous.
Et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Parce que je le redis, quand on commence à reconnaître des cultes mais pas d'autres, il y a un sentiment d'inégalité flagrante qui fait que les cultes non reconnus... Alors qu'est-ce que c'est qu'un culte reconnu aujourd'hui? Je ne joue pas sur les mots, hein. Le juriste qui est là, c'est bien qu'il n'y a pas de culte reconnu au sens du 19e. En revanche, il y a par exemple une loi qui a créé le comité consultatif national d'éthique, dont Marianne a été membre, dont Marion Muller-Collard a été membre aussi, vous connaissez, qui est maintenant la théologienne, qui est la patronne de la maison d'édition de Genève, Labor et Fides. Dans le texte de loi qui crée le comité national consultatif d'éthique, on dit que 5 places seront réservées à des représentants des familles de pensée. 5, pas plus. Et il a été montré que, je regardais ça d'un peu près, j'en ai parlé avec Marion en particulier, dans ces 5 places, il y a toujours un catholique, un ou une, enfin, le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, l'islam. Voilà. En 1987, c'est pour ça que j'ai dit les années 80, en 1987, la France a voté une loi sur l'audiovisuel public. Elle a décidé que la deuxième chaîne de télévision d'État serait la chaîne qui... alors, je crois qu'il était question de montrer des films de fiction et puis d'assurer aux Français un certain nombre d'émissions religieuses, vous savez, le dimanche matin. Ça va? Et est-ce que vous avez noté que ces émissions du dimanche matin, elles sont plusieurs? Il n'y a pas toutes les religions, c'est pas à l'infini. On ne fait pas un choix comme si on était sur Internet, on ne clique pas. Hein. Elles sont plusieurs. Vous savez sans doute qu'elles sont financées par l'État, par la deuxième chaîne. Alors, naturellement, il ne s'agit pas de faire des émissions pharaoniques, hein. Il y a quand même des limites. Mais elles sont financées sur argent public. Le contenu est fixé par les religions elles-mêmes. C'est pas l'État qui fixe. C'est pas vous savez, l'enseignement du fait religieux à l'école. C'est pas ça. Et si vous regardez un dimanche matin, c'est extraordinaire. Si vous passez, c'est bientôt dimanche. Si vous regardez dimanche prochain le matin, vous verrez qu'il y a des cultes qui ont le privilège d'avoir une émission offerte par l'État, la République dite laïque, tout frais payé, offerte aux fidèles de cette religion. Ils ont bien dit d'ailleurs que ce n'est pas des émissions pour faire du prosélytisme. C'est des religions pour apporter le culte à ceux qui ne peuvent pas aller au culte, notamment les vieillards, les malades, etc. Je vais revenir sur l'article 2 de la loi 1905. Et alors, il y a quand même de l'inégalité. C'est-à-dire que la religion qui a la phase horaire la plus longue et la mieux placée, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vous lever à 7 h du matin le dimanche, c'est le catholicisme. Alors ça démarre, les plus mal lotis, peut-être, je ne sais pas, peut-être les bouddhistes. Donc, les protestants, c'est pas mal. Hein, c'est 10h15, je crois, ou 10h. Hein, c'est pas mal. Je vois qu'il y en a qui suivent. Les juifs, l'islam. Et donc là aussi, vous avez un certain nombre de... C'est une forme d'être culte reconnu quand vous avez droit à avoir une émission le dimanche matin. Alors, jamais en manque d'une... mais ils sont sincères. Les francs-maçons ont dit, mais nous aussi. Nous aussi, on est une famille de pensée. Ça n'a pas été accordé. Alors là, j'en ai parlé récemment à Valrogue, c'est là qu'on voit s'il y a des gens cultivés dans la salle, qui écoutent France Culture. Alors moi, je l'ai dit publiquement, je ne devrais pas le dire dans l'écran, moi j'écoute Énergie, ok? Et sur Énergie, les francs-maçons sont peu nombreux, croyez-moi. C'est pas tout à fait la même moyenne d'âge. Sur France Culture, le dimanche matin, alors ils sont 3, il y a les libres penseurs, les humanistes peut-être, et les francs-maçons, qui considèrent qu'ils sont une famille de pensée. Vous voyez, c'est la cité à la belge. Pourquoi eux et pas nous? Pourquoi les cathos, les musulmans, les juifs et pas nous, les francs-maçons? La spiritualité laïque, c'est élégant de dire moi j'ai une spiritualité laïque. Voilà. Mais vous le voyez, on a recommencé à additionner. Mais c'est une addition qui sera toujours incomplète parce que certains ne sont pas invités à la fête. Voilà. Je signale que cette addition, elle était déjà inscrite dans la loi de 1905. C'est l'article 2 de la loi de 1905 qui dit, tout le monde le connaît là, ça de la gueule, la République ne reconnaît précisément, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Et puis il y a une virgule. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, le jury, mais il faut toujours faire attention à la virgule. Hein. De toute façon, dans toute chose, la virgule. Quand quelqu'un vous dit « je t'aime », là, vous entendez dans son sens la virgule, il va y avoir un « mais » quelque part derrière. « Mais tu pourrais ceci, cela ». Pensez au poids de la virgule dans la vie de nos couples et de nos sociétés. Puisque l'article 1 a garanti la liberté de culte, il sera possible, dans certaines conditions, de garantir cette liberté de culte en permettant l'existence d'aumôneries pour ceux qui sont empêchés
au moins à titre provisoire, de venir au culte. Les malades, les prisonniers, les soldats dans la caserne, les lycéens dans leur internat, puisqu'ils ne peuvent pas aller, au moins temporairement, au culte, il faut que le culte vienne à eux. Et donc, il sera, dans certaines conditions, dit la loi, possible de payer des aumôneries. Et là, j'avais regardé, je me suis amusé à regarder combien d'aumôneries sont aujourd'hui autorisées à l'hôpital, parce qu'il y a toujours dialogue. Hein. Le directeur d'hôpital dit oui ou non. Dans l'armée, alors c'est encore plus sérieux, l'armée, les prisons, les hôpitaux, combien d'aumôniers, combien de cultes représentés. Dans l'armée, alors je vous dis tout net, aujourd'hui, vous avez 4 cultes qui sont partout représentés. Les 3 anciens du 10e et l'islam. Là, il y a vraiment, si vous voulez, c'est les 3 mousquetaires. Le 4e, c'est l'islam, il est partout présent. Et dans l'armée, ça en dit long. Il y a un aumônier du culte orthodoxe. Parce que la légion, dans la légion étrangère, vous savez, elle est truffée de Slaves, d'Ukrainiens, de Russes, de Bulgares. Et donc tout ça est orthodoxe. Là, il y a un aumônier orthodoxe. Et j'ai compté, je crois qu'on est jusqu'à 9, il me semble, à l'hôpital. Puisque parmi les nombreuses églises, les témoins de Jéhovah ont exigé d'avoir le droit d'avoir des aumôniers. La République laïque, qui apparemment est laïque, mais qui considère, vous le savez, il y a eu les fameux rapports parlementaires. La France, c'est quand même une République laïque qui considère que ces parlementaires peuvent dire ça, c'est une religion et ça, ce n'est pas une. C'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est la culture profondément catholique de la France. Même laïque, sauf quand les gens sont d'origine juive ou protestante depuis quelques siècles, un parlementaire français, même totalement athée, laïque, son cerveau a été fabriqué pendant 2000 ans par le catholicisme. Le catholicisme, c'est de dire, il y a une religion, la vraie, et puis il y a des hérésies. Et la République laïque, elle dit, il y a des religions qui sont de vraies religions, et d'autres qui n'en sont pas ou qui en sont moins. On va les appeler des sectes. Et celles-là, non. Et donc les témoins de Jéhovah ont dû passer par l'Europe pour contraindre la République a accepté qu'il y ait des aumôniers dans les hôpitaux. Alors j'ai les chiffres, je ne les ai pas pris pour vous. Je termine dans 1 minute, ça va les témoins de Jéhovah ont beaucoup d'aumôniers dans les hôpitaux. On voit que du point de vue du nombre des aumôniers, le catholicisme est en régression régulière. Voilà. Les protestantistes se portent bien, les témoins de Jéhovah explosent, l'islam est en progression, donc régression pour les cathos, progression régulière pour l'islam. J'ai regardé aussi, parce que c'est un coût, hein. Alors il y a des aumôniers qui ne coûtent rien à l'État, qui le font bénévolement. Les témoins de Jéhovah sont quasi gratuits. En revanche, l'islam coûte cher, peut-être aussi parce que dans l'islam, vous n'avez pas le même niveau social. Et que donc, il y a des gens qui ont besoin de recevoir un peu d'argent pour le métier qu'ils font. Voilà, on sait aussi combien de... Jean Bobéro s'est amusé à dire il y a énormément d'aumôniers protestants dans les prisons. Est-ce que c'est parce que les prisons sont remplies de protestants? Est-ce que les protestants sont... c'est intuitif, le protestant est malhonnête, c'est intuitif, on le sent. Hein. Vous croyez honnête, je vous connais les protestants. Non, c'est parce que c'est l'hypothèse de Bobéro, et je crois qu'elle est juste. Alors là, on retrouve l'image de grande ouverture des protestants et un certain nombre de prisonniers, s'ils ont envie de parler à quelqu'un, vous voyez, il ne s'agit pas de se convertir, hein, de parler à quelqu'un, ils préféreront parler à un pasteur protestant, y compris si c'est une pasteur ou une aumônière, parce que c'est voir une femme, hein, plutôt que de parler à un prêtre. Voilà. Donc la statistique aussi, c'est difficile quelquefois à contrôler et à expliquer. Et j'en termine précisément sur ces questions de statistiques. Je me suis amusé dans la conclusion à imaginer le paysage du pluralisme religieux vers 2050-2060. Et c'est vrai que je l'ai fait à partir d'un tas de chiffres. Vous savez qu'on a beaucoup de chiffres. La République s'interdit de compter les origines ethniques ou les origines confessionnelles. C'est interdit. Mais on est bourré de chiffres. Alors, j'ai des collègues de l'université qui veillent à ce que la laïcité ne commette pas le péché majeur. Le péché originel de la laïcité, pour certains collègues très marqués à gauche, c'est l'islamophobie. Le mot même, on pourra en discuter, mais voilà. Et j'ai des collègues là qui disent jamais une religion n'a été aussi comptabilisée que l'islam. Vous avez toutes sortes de chiffres, mais le catholicisme est aussi très comptabilisé. On ne peut pas compter le protestantisme. Il n'y a pas grand-chose à compter dans le protestantisme. Voyez, voilà, les juifs ça peut manger ou pas cachère, les musulmans ça peut manger ou pas halal, les catholiques ça peut faire ses Pâques ou pas, un protestant, qu'est-ce que vous voulez compter chez un protestant?
Une fois par an, ils font leur Pâques le premier dimanche de septembre. Voilà. Est-ce que cette protestation que de venir au musée du désert? Le rassemblement militaire. Il y a aussi le rassemblement militaire, c'est vrai. Donc c'est quand même moins facile de compter les protestants que les juifs ou les musulmans ou les catholiques. Et puis, j'ai été fasciné, je ne sais pas ce que vous en pensez, par ce type qui, chaque fois qu'il publie un livre, il en vend 100 000 exemplaires. Hein. Moi, je rappelle que mon Muston, le pape des Vaudois, j'en ai vendu 60 exemplaires. Vous voyez, je suis quand même un peu loin. C'est Jérôme Fourquet, ça vous dit quelque chose? Jérôme Fourquet. C'est vrai que Jérôme Fourquet, dans 2 livres récents, il a... Alors, je suis toujours mal à l'aise parce que ça peut être mal perçu. À Valrock, quelqu'un est venu me dire, vous avez raison, quelqu'un de très anti-musulman. Je suis d'accord, monsieur. J'étais un peu gêné, moi. Un méthodiste, hein, j'étais un peu gêné. Parce qu'il a compté le nombre de petits garçons qui naissent aujourd'hui en France avec des prénoms arabo-musulmans. Voilà. Des prénoms turcs, par exemple. Alors, il dit, je ne prends pas les filles parce que pour les filles, il y a des prénoms qui sont beaucoup plus universels. Sarah, Anna, etc. Bon. Et vous savez, le chiffre qui est en augmentation est à 21% aujourd'hui en France. Donc, quand vous êtes à 21%, est-ce que vous êtes encore une minorité ? Ce n'est pas une minorité à la manière dont les protestants, qui n'ont jamais dépassé, au sommet de leurs chiffres, les protestants, vers 1562, étaient 10% à peu près. À la fin de l'édit de Nantes, au moment de la révocation, ils étaient 4,5. À la Révolution, ils sont tombés à 2. Et maintenant, avec les évangéliques, les gens qui évangélisent, ça monte. Mais on n'est pas à 21% de protestants, voilà. Alors, je me suis dit, c'est une moyenne. La Seine-Saint-Denis est à 51%, la Seine-Saint-Denis. Et là, je me suis dit, la Lozère, tu vérifies pas, dans le livre, tu écris la Lozère est à 2%. Du tout. La Lozère est à 10%. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Lozère, il n'y a plus de jeunes. Les seuls qui font des gosses en Lozère, c'est les Portugais qui construisent nos maisons. C'est l'immigration. Il y a une grosse immigration musulmane à Mende. Le préfet m'a invité à faire une conférence il y a 1 an. Il y avait les Turcs, les Marocains, les Algériens. Et puis il y a les néo-ruraux. Dans les Cévennes, vous voyez, mais le Cévenol classique ou le Lozérien bien catho classique, les filles qui s'appellent Marie, aujourd'hui en France, c'est 0,5% des filles qui portent le prénom de Marie. Je crois qu'on était à 50% en 1900. Vous voyez, la disparition annoncée du catholicisme et la montée en puissance d'une minorité musulmane qui est de moins en moins minoritaire. Voilà. Et je me suis amusé dans la conclusion à imaginer donc le paysage du pluralisme, et je termine sur un mot qui est allemand ou hollandais. C'est ce qu'on appelle le biconfessionnalisme. C'est-à-dire qu'en Allemagne ou en Hollande, vous aviez historiquement 2 moitiés. Moitié de calvinistes en Hollande, moitié de cathos. Moitié de luthériens en Allemagne, moitié de catholiques. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est exactement 3 tiers. Je le dis, 33% de cathos, 33% de luthériens, et les autres, vous allez me dire, le dernier tiers, attention, mais pas du tout. Mais pas du tout. Les 100 religions. N'oubliez pas les 100 religions. La sécularisation qui monte. Alors évidemment, en ex-Allemagne de l'Est, on est à 50% de 100 religions. En Rhénanie ou en Bavière, c'est beaucoup plus bas. Alors c'est pas 33, 33, 33. C'est 30, 31, 32. La différence, ce sont les musulmans. Voilà. Et je pense que le modèle qui sera peut-être celui de la France dans quelques dizaines d'années, nous le connaîtrons. Même les jeunes comme nous le connaîtront encore. Ça sera sans doute une France biconfessionnelle, soit je dirais, catholicisme, islam, soit peut-être sans religion, islam. Et c'est une chose que la France n'a jamais connue. La France est restée jusqu'à nos jours un pays catholique additionnant des minorités. Là, elle est en train de sortir du catholicisme. Et à mes yeux, la novation la plus extraordinaire, c'est cette sortie du catholicisme après 2000 ans. C'est sans doute la chose la plus révolutionnaire que la France connaît. Alors j'ai des collègues cathos qui se fondent sur des chiffres, qui disent, vous savez, il y a eu des baptêmes là, il y a eu une petite explosion de baptêmes là au moment de Pâques chez les catholiques d'adultes, mais c'est tellement minoritaire. Voilà, donc vous l'avez compris, l'histoire du droit de croire en France n'est pas une histoire close. La laïcité n'aura été qu'un moment de cette histoire. La laïcité par addition est un moment actuel. On va peut-être vers un modèle à l'allemande, biconfessionnel, islam, catholicisme ou islam sans religion. Merci pour votre attention.